Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur gouverner la France depuis les années 1980, qui fait suite au cours qu'on a déjà eu ensemble sur gouverner la France entre 1946 et 1980, où on a vu la mise en place du modèle gaullien de gouvernement. Ici, il s'agit de voir la remise en cause de ce modèle et l'apparition de nouvelles formes de gouvernance. Donc tout d'abord, dans une première partie, est-ce qu'on va vers une place moins importante de l'État depuis les années 80 ? Le 10 mai 1981, François Mitterrand, un socialiste, est élu président de la République. Après plus de 20 ans de pouvoir entre les mains de la droite, c'est l'alternance, l'Assemblée est dissolue et il obtient une majorité absolue aux législatives lui permettant de mettre en action son programme. Depuis la Révolution française, gouverner la France signifie gouverner depuis Paris. La gestion des différents territoires était donc centralisée depuis la capitale, au sein des ministères. Cependant, cette autorité imposée depuis Paris est parfois difficilement acceptée en province et depuis 1956, une réflexion a été engagée pour déléguer une partie de cette autorité à un niveau plus local. En 1982, c'est chose faite avec les lois de fer qui permettent à l'État de décentraliser une partie de ses compétences aux régions. Désormais, les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, assument une partie des compétences qui étaient auparavant assurées par l'État. La région est en charge de la gestion des lycées et du transport ferroviaire régional, les TER, tandis que les départements héritent de la gestion des collèges et de certaines allocations sociales, comme le RSA. Cette décentralisation se poursuit et s'est accélérée ces dernières années, l'État cherchant à alléger ses charges de fonctionnement. Ainsi, les communes ont été encouragées à se grouper en intercommunalités depuis 1999 et disposent de compétences de plus en plus élargies, la gestion de l'eau, de l'électricité, les transports locaux, etc. De même, avec la loi MAPTAM de 2010, l'État a créé de grandes métropoles, qu'on peut voir sur la carte ci-contre, dont les compétences empiètent sur celles des départements. Le Grand Paris, créé en 2016, de même, à terme, remplaçait la région Île-de-France. Enfin, en 2015, l'État a décidé de créer de grandes régions, 13 en métropole, plus compétitives dans la mondialisation et disposant de nouvelles compétences, avec la loi NOTRe. L'État n'a pas seulement délégué une partie de ses compétences aux collectivités territoriales depuis la présidence de Mitterrand. En parallèle, la France a délégué une partie de sa souveraineté à l'Union européenne depuis le traité de Maastricht en 1992. Autrement dit, la France doit suivre les directives de Bruxelles, de la Commission européenne en particulier, mettre son droit en accord avec le droit européen et respecter ses engagements, notamment les critères de convergence de la zone euro dont nous reparlerons dans le prochain chapitre. L'État a donc délégué une partie de ses prérogatives au niveau inférieur, mais aussi au niveau supérieur, avec la mise en place de la supranationalité au niveau de l'Union européenne. Sous les 30 Glorieuses, la France connaissait le plein emploi, avec un taux de chômage très faible. Mais depuis 1973, et la flambée des cours du pétrole, la crise a touché durement le pays et le chômage explose, tandis que la croissance économique ralentit fortement, c'est ce qu'on peut observer sur les deux graphiques qui sont ici. Alors que les autres pays industrialisés, dans les autres pays industrialisés, les idées libérales de Milton Friedman l'emportent. Margaret Thatcher, ainsi, est élue première femme Premier ministre au Royaume-Uni en 1979, et que ces États privatisent à tour de bras les anciennes firmes publiques, François Mitterrand, fraîchement élu, décide de mettre en place une politique keynésienne de relance. L'État investit massivement dans l'économie et lance de grands travaux. Il décide alors une nouvelle vague de nationalisation en 1980-1982 pour tenter de relancer l'économie française. Sont concernées des entreprises industrielles comme Saint-Gobain ou Péchinet, mais aussi, entre autres, plus de 36 banques, dont Paribas et le CIC. Néanmoins, dès 1983, le président doit reconnaître que cette politique est un échec et ses premiers ministres, Pierre Monroy puis Laurent Fabius, mettent en place une politique de rigueur budgétaire qui s'avère insuffisante. La droite, le RPR, l'emporte finalement aux élections législatives de 1986 et il doit nommer Jacques Chirac Premier ministre, qui décide alors de privatiser de très nombreuses entreprises, dont celles qui avaient été nationalisées 4 ans plus tôt. Ces privatisations se sont poursuivies sous les présidences de Chirac, entre 1995 et 2007, et Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, et élargies à des secteurs jugés d'intérêt national jusque-là, avec la privatisation d'EDF, de GDF, qu'on appelle Engie aujourd'hui, et de France Télécom, autrement dit, Orange. Malgré son désengagement de l'économie, l'État participe toujours activement dans certains domaines spécifiques, innovants, dont il fait la promotion internationale. C'est le cas du TGV, en service depuis 1981, sur lequel l'État cherche à concentrer le trafic passager ferroviaire français. C'est aussi le cas de l'aviation, si l'État s'est désengagé graduellement d'Air France depuis les années 1990,
Il concerne encore des parts importantes dans la société et défend ses grands projets comme l'A380, réalisés en partenariat étroit avec d'autres pays européens. Plus récemment, l'ancien ministre du redressement productif sous François Hollande, Arnaud Montebourg, n'avait pas hésité à faire la couverture du magazine Le Parisien en marinière pour promouvoir la qualité des produits français. Si l'État se désengage, il cherche néanmoins à rendre les produits français attractifs, et de nombreux chefs d'entreprise accompagnent toujours le chef de l'État quand il est en déplacement à l'étranger pour tenter de gagner de nouveaux contrats. Dans le domaine social également, l'État a une évolution de sa politique. En 1980, quand François Mitterrand est élu, il prend de nombreuses mesures attendues par la société. L'âge de la retraite est abaissé à 60 ans, la semaine de travail est ramenée à 39 heures, une 5e semaine de congé payé est octroyée aux travailleurs, et la peine de mort est supprimée grâce au combat de Robert Badinter, le garde des Sceaux. D'autres avancées sont obtenues ensuite au tournant du siècle, avec le passage à la semaine de 35 heures, avec la loi Aubry en 2000, ou encore la création du PACS en 1999 et l'adoption du mariage pour tous en 2013. Sont également créés le RMI, remplacé en 2009 par le RSA, le revenu de solidarité active, que peuvent toucher les personnes sans emploi et n'ayant pas droit au chômage, et la CMU, la couverture maladie universelle. Néanmoins, ce qu'on appelle le modèle social français, celui de l'État-providence, est de plus en plus remis en cause. Ainsi, depuis 2003, plusieurs lois ont été passées rallongeant la durée du travail obligatoire, la retraite est ainsi passée à 62 ans en 2014, et diminuant le montant des pensions. De même, des débats agitent régulièrement la société française sur les bénéficiaires et le montant des différentes aides sociales octroyées par l'État. Il y a un domaine, cependant, où l'État reste un acteur majeur depuis les années 1980. C'est le domaine culturel. Si les subventions aux associations tendent à diminuer, chaque président a voulu laisser sa marque dans le domaine culturel. Georges Pompidou avait lancé le projet de Beaubourg, Valéry Giscard d'Estaing celui du musée d'Orsay, et Mitterrand lança de nombreuses réalisations, l'Arche de la Défense, la pyramide du Louvre ou encore l'Institut du monde arabe. Jacques Chirac, quant à lui, créa le musée des arts premiers au Quai Branly, qui porte désormais son nom, et a lancé le projet de musée national de l'histoire de l'immigration, qui fut inauguré par François Hollande. Dans l'ensemble, l'État tend donc à se désengager et à avoir une action de moins en moins importante sur l'ensemble de la société française et la gestion du territoire national. Ceci est remis en cause par l'opinion publique et les médias de plus en plus. En 1980, le 15 mai 1981, quand le visage de François Mitterrand apparaît à la télévision, c'est une surprise. Après 23 ans de droite au pouvoir, la gauche remporte les élections présidentielles, c'est ce qu'on appelle l'alternance. En fait, les Français décident de faire de l'élection présidentielle le thermomètre de la vie politique. S'ils sont d'accord avec l'action du président au cours de son mandat précédent, il est réélu. S'ils sont en désaccord, le pouvoir va à l'opposition. Mais cette élection n'a lieu que tous les 7 ans, puis tous les 5 ans à partir de 2002. Aussi, les élections législatives, qui se tiennent, elles, tous les 5 ans, permettent de donner un nouveau cap politique. En 1988, 1986, 1993 et 1997, les citoyens français choisissent de donner le pouvoir à l'opposition, ce qui entraîna des institutions schizophrènes. Un président de la République d'un parti, et un gouvernement et une assemblée nationale, à l'opposition. La Ve République gaullienne n'avait pas été pensée du tout pour fonctionner ainsi. Le gouvernement et l'assemblée devaient suivre la voie tracée par le président. Or, avec ces cohabitations, donc Chirac, Balladur, Jospin, le pouvoir du président de la République se trouvait considérablement amoindri. Il n'était plus le seul dépositaire du gouvernement de la France finalement, et de nombreux conflits naissent entre ces deux têtes du pouvoir exécutif. Autrement dit, il est plus difficile de réaliser de grands projets, de grandes réformes dans une situation de cohabitation. L'abstention est un autre symptôme des désaccords de plus en plus profonds. Certains parlent même de fossé entre les citoyens français et leurs gouvernants. Ainsi, depuis les années 80, le taux d'abstention aux différentes élections augmente régulièrement. On peut voir ici l'évolution des taux d'abstention pour les élections régionales, municipales, européennes, législatives et présidentielles. Atteignant même donc 28,4% au premier tour des élections présidentielles en 2002, qui sont traditionnellement les élections les plus suivies, donc les élections les plus suivies par les Français. Si on s'intéresse aussi à la composition de l'Assemblée et à la répartition des votes, on observe que de plus en plus de votes vont aux extrêmes. Ainsi, si Jacques Chirac, qui était surnommé super menteur par les guignols de l'info, en 2002, quand il se présente à nouveau, en 2002, c'est le FN qui arrive au deuxième tour et non le Parti Socialiste, et de nombreux partis d'extrême gauche
obtiennent un nombre important de voix. On peut voir le parti de Arlette Laguillet par exemple à plus de 5,7%. Pareil pour celui d'Olivier Besancenot, et on a aussi de nombreuses voix qui vont aux écologistes, etc. Ce désaveu des partis traditionnels se confirme en 2017 avec le FN, qui est à nouveau au deuxième tour de l'élection, et finalement, on a un nouveau parti, La République En Marche, qui se veut officiellement ni de droite ni de gauche, qui rafle la présidentielle et les législatives en juin suivant. En parallèle, on a d'autres formes d'opposition plus violentes qui voient le jour. Ainsi, en 2005, pendant plusieurs journées et nuits, des émeutes font rage dans toute la France pour s'opposer à l'action du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui voulait nettoyer les banlieues au Karcher, et en réaction à la mort de 2 adolescents, Ziad et Bouna, décédés suite à une course-poursuite avec la police. Cette défiance croissante de l'opinion publique s'accompagne d'une liberté de ton croissante des médias. Indépendants depuis 1975 avec la fin de l'ORTF, et la création des 3 chaînes, TF1, Antenne 2 et France Région 3, leur traitement de la politique et des hommes politiques français a changé. S'ils étaient au service du pouvoir sous De Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing, s'ils ont couvert aussi les affaires privées de Mitterrand, à partir du mandat de Jacques Chirac, leur positionnement commence à changer. Et sous les mandats de Sarkozy et Hollande, ils ont été ainsi accusés de faire du bashing politique, de désacraliser la personne du président, le traitant comme un individu normal, alors même dernièrement jusqu'à refuser d'utiliser le terme de président pour interviewer Emmanuel Macron, ce qui souleva de nombreuses réactions. Autre chose, depuis 1995, la population est obligatoirement consultée pour tout projet d'aménagement du territoire, quelle que soit son importance. L'idée est de réinjecter de la démocratie dans le fonctionnement de notre société. Par le débat et la négociation, des projets concertés, mais nécessaires, sont réalisés. Néanmoins, cette démocratie participative, si elle est largement perçue comme un progrès, ne fonctionne pas toujours. Ainsi, plusieurs projets d'aménagement du territoire, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Center Parcs de Roibon, le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, ont entraîné la constitution de zones à défendre, les ZAD. D'abord pacifiques, ces mouvements se sont parfois finis dans des affrontements violents avec les forces de l'ordre, comme on a pu le voir ces derniers mois à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, dernière forme de défiance face au gouvernement parisien et de volonté d'avoir le destin de son territoire entre les mains des citoyens, nous pouvons citer le cas de la Nouvelle-Calédonie, l'île qui est un territoire français depuis 1853, demande depuis de nombreuses années son autonomie, ils gagnent d'ailleurs en autonomie de plus en plus depuis 20 ans, et aboutissement logique de ce processus d'autodétermination, un référendum pour l'indépendance de l'île, chez les partis indépendantistes s'appelle Kanaki, est prévu le 4 novembre 2018 et devrait donc probablement aboutir à l'indépendance de l'île. Voilà, donc on a fait le point sur l'évolution de la manière de gouverner la France depuis les années 1980. J'espère que cette vidéo a été intéressante et que vous avez appris de nombreuses choses, et à très bientôt en classe pour faire le point sur la question.